En Algérie, les 4 partis de la coalition au pouvoir ont apporté samedi leur soutien officiel à une candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat lors du scrutin d'avril prochain. La Belgique a accepté d'accueillir Laurent Gbagbo sur son territoire, réponse à une demande de coopération de la Coopénale internationale. Quant à Blé Goudé, il était toujours en attente dimanche d'une offre. Le gouvernement kenyan envisage de collecter plus de données personnelles des citoyens étrangers vivant sur son sol. Les défenseurs des droits de l'homme mettent en garde contre de futures violations de la vie privée. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La Belgique a accepté d'accueillir Laurent Gbagbo sur son territoire, réponse à une demande de coopération de la Coopénale internationale. Quant à Blé Goudé, son ancien ministre est co-détenu. Il est toujours en attente d'une offre toute la journée de ce dimanche. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Belgique a confirmé son accord pour accueillir Laurent Gbagbo sur le sol belge. Là réside sa seconde épouse Nadi Bamba et l'un de ses fils. Mais pour l'instant, des discussions sont toujours en cours avec la Cour pénale internationale sur les modalités de contrôle judiciaire, notamment la question de son lieu de résidence. L'ancien chef d'État devra se tenir à tout moment à la disposition de la CPI s'il est convoqué pour une éventuelle audience. Même si Laurent Gbagbo est libre, il a une longue liste de conditions très contraignantes à respecter, sous peine d'être interpellé de nouveau par la Cour pénale internationale. Il ne peut par exemple pas voyager en dehors de la circonscription dans laquelle il sera établi et doit remettre son passeport au greffe. Autre contrainte, Laurent Gbagbo ne peut pas faire de déclaration publique. Ces conditions s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure. Il est en effet attendu la restitution de la décision d'acquittement. Un document détaillé de plusieurs centaines de pages dans lequel les 3 juges de la Chambre de première instance justifient leur jugement oral prononcé mi-janvier. Ce document ne sera pas disponible avant au moins 5 à 6 mois, d'après plusieurs sources à la CPI. Après avoir étudié ce document, la procureure aura ensuite 1 mois pour interjeter appel. Si cette éventuelle requête sur le fond du dossier est acceptée, le procès devra reprendre là où il s'est arrêté. L'ensemble de cette procédure pourrait alors encore durer plusieurs mois. Concernant Charles Blé Goudé, aucun pays n'avait, jusqu'à dimanche, donné son accord pour l'accueillir, mais plusieurs États européens ont été approchés. Élection présidentielle du 24 février au Sénégal, les hostilités sont lancées avec le démarrage officiel dimanche de la campagne pour le premier tour. Ils sont 5 candidats en lice pour la présidentielle au Sénégal, du président sortant Macky Sall à Idrissa Seck, sans oublier Issa Sall, Madické Niang et Ousmane Sonko. Tous ont jusqu'au 22 février pour convaincre les électeurs. Pour le moment, Macky Sall marque des points au jeu des transferts politiques et renforce sa coalition. Le ralliement de l'opposante Aïssata Tall Sall constitue le clou de ses réalisations sur ce plan. Souvent en première ligne pour fustiger le pouvoir, l'avocat El Hadj Diouf rejoint lui aussi le chef de l'État. Longtemps homme de confiance d'Abdoulaye Wade, Samuel Sarr ne s'est pas encore dévoilé, mais ses proches affirment qu'il soutient également le président sortant. Quant à Idrissa Seck, il fait désormais équipe avec Malick Gakou, dont la candidature a été rejetée. L'ancien maire de Dakar, ex-PDS, Pape Diop, s'est affiché à ses côtés le 1er février. Thierno Bocoum, son lieutenant, l'a également rejoint. Et la liste n'est pas bouclée. 3e figure de ce scrutin, Ousmane Sonko. L'étoile montante de l'élection a pour le moment peu de poids lourds politiques qui l'approchent. Madické Niang s'est présenté contre l'avis du Parti démocratique sénégalais. Il tente d'en récupérer les électeurs historiques à coup de déplacement dans la ville sainte de Touba. Issa Fall conjugue religion et politique. L'homme bénéficie d'une forte adhésion des membres de sa confrérie, les Tidianes. Les regards sont tournés vers Khalifa Sall et Karim Wade, tous deux exclus de cette présidentielle. À qui apporteront-ils leur soutien ? Les 5 candidats, en tout cas, ont 21 jours de campagne pour convaincre avant le premier tour prévu le 24 février.
L'hélicoptère qui transportait le vice-président nigérien Yemi Osinbajo et son équipe en campagne électorale pour la présidentielle du 16 février prochain s'est écrasé samedi dans l'état de Kogi, situé dans le centre du pays. Cet incident n'a fait toutefois aucune victime, selon le porte-parole du numéro 2 nigérian. Le vice-président nigérian Yemi Osinbajo et son équipe de campagne électorale pour la présidentielle du 16 février prochain ont été victimes d'un crash d'hélicoptère. L'appareil s'est écrasé samedi dans l'état de Kogi, situé dans le centre du pays. Selon le porte-parole du vice-président nigérian, cet accident n'a fait aucune victime. La photo de l'hélicoptère au sol avec les hélices cassées a été partagée par son équipe de campagne sur son compte Twitter. Yemi Osinbajo, qui s'est également exprimé à propos de l'accident sans donner de détails sur les circonstances du drame, a remercié ceux qui s'étaient inquiétés pour lui et les a assurés de sa bonne forme. Malgré ce crash, le numéro 2 nigérian a poursuivi ses engagements et son programme de la journée dans l'état de Kogi. C'est la deuxième fois que le vice-président nigérian échappe à un accident d'hélicoptère. En juin dernier, à Abuja, il avait vécu un atterrissage en urgence en raison d'une fumée suspecte sortie soudainement du moteur. Ce second accident intervient en pleine période électorale où plus de 80 millions d'électeurs nigérians s'apprêtent à voter pour élire un nouveau président, les députés et gouverneurs d'État le 16 février et le 2 mars prochains. En République démocratique du Congo, le candidat de l'opposition Martin Fayulu a appelé ses troupes à la résistance pacifique lors d'un rassemblement public samedi à Kinshasa devant des milliers de personnes qui revendiquaient de plus belle sa victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. C'est devant une foule immense, plus de 20 000 personnes selon les organisateurs, réunies samedi à la place Sainte-Thérèse dans le quartier populaire de Ndjili à Kinshasa, que le candidat de l'opposition à la dernière présidentielle, Martin Fayulu, a appelé ses troupes à la résistance pacifique. À l'issue de ce rassemblement, Martin Fayulu, interrogé sur une possible réconciliation avec le nouveau président, a déclaré à la presse qu'il n'a pas de problème avec Félix Tshisekedi, mais plutôt avec ceux qui l'ont nommé et qui veulent aller contre la volonté du peuple. Je n'ai pas de problème personnel avec Félix Tshisekedi, c'est mon frère. C'est mon frère et frère. Donc, je n'ai aucun problème avec lui. Ce n'est pas tant lui, c'est ceux qui l'ont nommé, ceux qui veulent aller contre la volonté du peuple. Donc, pour moi, ce que je dis, il faut d'abord la vérité des yeux. Une résistance pacifique, sans provoquer qui que ce soit. L'essence du meeting d'aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes un peuple uni et nous voulons la cohésion nationale. La Cour constitutionnelle a proclamé la victoire de l'autre opposant Félix Tshisekedi à l'issue de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. Martin Fayulu n'a donc plus de recours juridique en vertu de la loi congolaise après le rejet de son recours devant la haute juridiction. L'attente a été grande, mais donc je pense que la montagne a accouché d'une souris. Un accord de paix a été trouvé samedi à Khartoum, au Soudan, entre le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés représentés. Les négociations officiellement ouvertes le 24 janvier ont eu lieu sous la houlette de l'Union africaine. Le 2 février, les différentes parties se sont mises d'accord, même si les dispositions exactes restent incertaines. Un accord a bien été trouvé d'après le gouvernement centrafricain, ainsi que le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité. Beaucoup se sont félicités de cet accord trouvé pour la paix en Centrafrique. Pourtant, rien n'a filtré des compromis réalisés. Parmi les revendications discutées, la mise en place d'une commission justice, vérité et réparation, l'instauration de brigades mixtes, l'inclusivité du gouvernement. Au centre de ces pourparlers, la problématique de l'amnistie des chefs de groupes armés. Le gouvernement s'était engagé à ne pas l'accepter pour ne pas revenir sur ce qui avait été demandé lors des consultations de Bangui en 2015. En effet, sous la pression de ses partenaires occidentaux, Bangui a toujours refusé une amnistie des chefs de guerre dont plusieurs sont sous sanction onusienne ou cités pour violation des droits de l'homme dans des rapports d'ONG. De leur côté, les associations de victimes ont rappelé la nécessité de rester ferme sur la question de l'impunité. Or, la question d'amnistie était une condition non négociable du côté des groupes armés.
La terminologie utilisée dans ce texte va donc être cruciale. Le document final devrait être signé la semaine du 4 février à Bangui. L'initiative de paix de Khartoum n'a pas mis fin à toutes les violences sur le terrain. Depuis le 24 janvier, l'UPC a mené plusieurs attaques dans la préfecture de Ouaka, dans le centre du pays. Je vous l'annonçais en titre, désormais le gouvernement kenyan va pouvoir collecter beaucoup plus de données personnelles des citoyens et également des étrangers vivant sur son sol. Mais les défenseurs des droits de l'homme mettent en garde contre de futures violations de la vie privée des hommes. Reportage. Le chef de l'État kenyan a validé la semaine dernière des amendements renforçant la loi d'enregistrement des personnes. Lesquels amendements controversés prévoient la création d'un système centralisé, l'ADN, la voix, la géométrie de la main, les lobes d'oreille ou encore de l'œil. Ils seraient stockés avec les coordonnées GPS de chaque domicile enregistré. Enfin, chaque personne disposerait d'un numéro unique baptisé Huduma Number. Mais l'ONG Article 19, après analyse, indique que ce système pose deux problèmes majeurs. D'abord, il n'existe aucune loi de protection des données au Kenya. Depuis 2008, 3 tentatives pour faire voter un texte ont échoué. Le chercheur explique ensuite que le pays n'a pas les capacités techniques nécessaires pour protéger de telles informations. Selon lui, le Kenya a déjà connu des scandales dans ce domaine. Il cite l'utilisation de données personnelles par des partis politiques durant les élections de 2013 ou le cas de chercheurs ayant retracé les déplacements de Kenyans grâce à leurs coordonnées téléphoniques pour observer la transmission du paludisme. Selon la Kenyan Law Society, l'ADN pourrait par exemple être détourné pour réaliser des tests de paternité, pour décider ou non d'assurer une personne ou encore pour viser certaines catégories de population. Tous demandent de nouvelles consultations avant la création du nouveau système. En Algérie, les 4 partis de la coalition au pouvoir ont apporté samedi leur soutien officiel à une candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat lors du scrutin d'avril prochain. Une demande qui pourrait précéder une candidature personnelle du chef de l'État. Les partis de l'Alliance présidentielle en Algérie présentent Abdelaziz Bouteflika comme leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Les dirigeants des 4 formations politiques l'ont fait savoir à travers un communiqué rendu public à l'issue d'une réunion. Était présent à cette réunion le président de l'Assemblée Mouad Bouchareb, du parti présidentiel Le Front de Libération Nationale, le Premier ministre Ahmed Ouyaya, chef du Rassemblement National Démocratique, le président du Rassemblement de l'Espoir de l'Algérie Amar Goul et le président du Mouvement populaire algérien Amara Ben Younes. Le président Bouteflika n'a toujours pas fait part de ses intentions à un mois de la clôture des candidatures. Mais le Premier ministre a affirmé samedi en conférence de presse qu'il n'y avait aucun doute sur une candidature du président au scrutin du 18 avril. Les candidats ont jusqu'au 3 mars prochain à 23h GMT pour déposer leur dossier de candidature. Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, est au pouvoir depuis 1999. Diminué par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2013, il se déplace en chaise roulante et ses apparitions publiques sont rares. Il faut dire que le plus ancien parti d'opposition en Algérie, le Front des forces socialistes, a déclaré qu'il ne présenterait pas de candidat à cette élection et a appelé les Algériens à boycotter activement, massivement et pacifiquement le scrutin. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.